Bonjour à tous, dans la période actuelle des élections, on voit bien qu'il y a quelques sujets qui ressortent, et notamment celui autour de la fin de vie, autour de l'euthanasie. Alors je vais vous présenter aujourd'hui 3 livres qui sont parus en janvier dernier, en janvier 2022, et puis un livre un peu plus ancien sur la fin de vie et les soins palliatifs de manière très particulière. Le premier livre que je vous présente, c'est Quand l'euthanasie sera là, de Damien Leguet. J'ai trouvé, et ce n'est peut-être que mon aujourd'hui l'euthanasie, parce que demain ce sera horrible, et il n'a pas tort, voilà, les conclusions sont bonnes. J'ai trouvé que c'était difficile de sortir un argumentaire un peu construit, ou pour moi-même ensuite pouvoir me faire un argumentaire pour pouvoir répondre à ceux qui sont pro-euthanasie et qui disent vouloir faire vivre les derniers moments dans la dignité, alors qu'au fond, en tout cas pour moi, il reste loin de la vérité. Donc Damien Leguet nous donne quand même un bon aperçu de ce que pourraient être les conséquences de l'euthanasie, et pas des moindres. On le sait bien qu'il y a de multiples pressions qui se font sur les personnes âgées, sur les personnes en fin de vie. Et puis la question se pose d'ailleurs dans les 3 ouvrages, où se place la fin de vie. Puisque au fond, comme nous ne savons ni le jour ni l'heure, ben, la fin de vie est à tout moment. Donc Damien Leguet, dans Quand l'euthanasie sera là, un bon ouvrage qui nous permet de nous plonger à la fois dans de nombreuses études aussi, puisqu'il cite beaucoup, et puis il nous aide à avancer sur ce sujet de l'euthanasie. Quand l'euthanasie sera là, de Damien Leguet. Le deuxième ouvrage que je veux vous présenter est paru également aux éditions Salvator, et c'est L'impasse de l'euthanasie de Henri de Sauze. Postfacé par Philippe Pozzo di Borgo, pour le coup, lui, dans son ouvrage, va vraiment essayer de répondre aux arguments, aux grands arguments des pro-euthanasie. D'ailleurs, ces 5 parties sont les 5 grands arguments qui sont mis en avant par ces pro-morts. Moi, je les appelle plutôt pro-morts, d'ailleurs, que pro-euthanasie. C'est-à-dire, donc, le premier, suivre l'exemple des pays étrangers. Voilà, il nous montre comment dans les pays étrangers, notamment la Belgique, cette mort vient, la Suisse aussi, et comment elle est contrôlée ou non. Et il nous montre d'ailleurs assez bien qu'au fond, on n'a rien à envier en voyant ce qui se passe autour, notamment parce qu'il n'y a pas de véritable contrôle de cette pratique de l'euthanasie, qui est impossible à contrôler parce que tous les cas limites sont mis de côté et ne sont pas déclarés. Les cas limites entre l'euthanasie et en fait la mort forcée. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Ensuite, il reprend l'argument des sondages d'opinion. Donc tous ces sondages où on sonde les Français et qui disent tous, certains disent que en gros 96% des Français, donc plus de 90% des Français seraient pour l'euthanasie. Alors, en effet, c'est du jamais vu. Et donc la question véritable se pose. Est-ce que les Français sont pour l'euthanasie ou pas ? L'auteur nous aide à entrer dans ces sondages d'opinion et nous montre aussi avec d'autres sondages, avec des questions différentes, différemment posées, comment, au contraire, eh bien, les Français se retrouvent plutôt dans les soins palliatifs. Puisque les questions, en gros, pour faire très rapidement, les questions qui sont posées dans les sondages d'opinion qui donnent 96% de personnes pour l'euthanasie, ce sont
des questions déjà très orientées, notamment parce qu'on nous dit, la question se pose, est posée comme l'ultimatum. Voilà. Est-ce que si vous aviez, ou d'ailleurs plutôt pour les autres, mais est-ce que si quelqu'un était en souffrance irrémédiable, savait qu'il allait mourir, que ses souffrances étaient horribles et terribles, et que en plus sa condition physique était dégradée, etc., est-ce que vous vous seriez pour l'euthanasie? Dans ces cas-là, peu de personnes humainement constituées pourraient dire non. Alors que on sait très bien qu'aujourd'hui, et notamment en France, les soins palliatifs sont très développés et permettent de subvenir aux besoins de la personne sans acharnement thérapeutique, mais en accompagnant la personne jusqu'au bout de sa vie, et pas vers sa mort. Enfin voilà. Et les soins palliatifs, en cela, sont vraiment une aide incommensurable. Donc voilà, cette deuxième question était autour des sondages d'opinion. Le troisième argument utilisé, c'est mettre fin aux euthanasies clandestines. Aujourd'hui en France, il y a peu d'euthanasie clandestine. Les études qui veulent prouver le contraire, en fait, sont interprétées un peu comme la première étude, toujours dans le même sens, alors qu'on voit bien la diversité et surtout la complexité de ce qu'est une euthanasie clandestine. Est-ce une euthanasie, un accompagnement aux soins, etc. Bon. Et puis, cela ne règle pas le problème, il nous le montre bien dans un paragraphe, en 4-5 pages, il nous montre bien que cela ne règle pas le problème dans les pays étrangers. Dans les pays étrangers, encore aujourd'hui, il y a des euthanasies clandestines. Donc cette question vraiment de l'euthanasie clandestine est une vraie question, et à la fois, on montre bien que dans les pays qui l'ont déjà accepté, qui ont déjà mis en place l'euthanasie, eh bien, il y a toujours des euthanasies clandestines, puisque certaines euthanasies ne sont pas déclarées. Ensuite, la quatrième question, c'est autour de la souffrance. Mourir vite pour ne pas souffrir. Est-ce que ça règle le problème? Alors, là c'est un constat peut-être plus personnel, mais on est dans une société qui met au loin la souffrance, qui ne veut pas voir la souffrance, d'ailleurs, qui ne veut pas voir aussi la vieillesse. Une société qui n'accepte pas de vieillir, de souffrir, et de voir comment la vie nous porte vers cette façon de vivre, non pas qu'est la souffrance, mais qu'est la vieillesse. Et puis même avec la maladie, voilà, comment la vie nous pousse à comprendre que nous ne sommes pas tout puissants. Ça c'est une réflexion très personnelle. Dans son ouvrage, Henri de Souze nous pousse plutôt à réfléchir autour donc de la souffrance et de la mort, des souffrances physiques, mais aussi du coup de la place des soins palliatifs. Comment en France, nous qui quand même sommes un pays pionnier dans les soins palliatifs, eh bien on a abandonné ça. On a abandonné ces soins, même si ça se développe un peu, mais en fait l'acceptation de l'euthanasie mettrait un frein direct aux soins palliatifs. Parce que eh bien, ça coûte moins cher. Pour beaucoup, c'est une raison économique, même si on va se le cacher, eh bien pour beaucoup, c'est une raison économique. Et puis, dans l'accompagnement de cette souffrance, donc les soins palliatifs l'accompagnent aussi, parce que on sait aujourd'hui diminuer les souffrances, on sait même endormir quelqu'un pendant quelques heures pour qu'elle puisse se reposer et ne pas souffrir, qu'elle puisse se réveiller pour être présente à sa famille. Et cela, on en a peu conscience. Le cinquième argument tourne autour de la liberté. L'euthanasie comme ultime liberté, d'ailleurs c'est ce que nous prônent les associations qui sont pour l'aide à mourir dans la dignité, disent-ils. Voilà, disent-ils, est-ce qu'on meurt vraiment dans la dignité lorsque c'est si violent que l'euthanasie? Ultime liberté, ultime puissance aussi, je le disais tout à l'heure, de l'homme sur lui-même, du contrôle de sa vie, du contrôle de ce qui l'entoure.
et puis du contrôle aussi de ce qu'il veut voir de lui-même et des autres. L'euthanasie permettrait de ne plus voir les gens mourir. D'une certaine manière, même s'ils meurent par l'euthanasie, ce serait un choix, soi-disant un choix. Le troisième ouvrage est d'un auteur que moi je connaissais déjà, Erwan Le Moredek, Fin de vie en République. Alors lui, il prend un plan tout à fait différent par rapport aux deux premiers, un plan assez intéressant. Il part de la devise de la France, liberté, égalité, fraternité, et il montre combien l'euthanasie va à l'encontre de cette liberté, égalité et fraternité. Sa plus grosse partie est autour de la liberté, où justement alors, il va reprendre les arguments que développent les deux premiers ouvrages, mais donc un peu plus intensément, pour ce qui est de la liberté. Ensuite, fraternité et égalité vont aller un peu plus vite, mais il montre combien, alors c'est intéressant, j'ai trouvé dans son ouvrage, il rappelle que ce genre de loi sociétale qui dit que cela n'enlève rien aux autres et plutôt ajoute une nouvelle liberté, il montre bien que si c'est la liberté d'une personne que de se donner la mort, en l'occurrence dans le suicide assisté ou l'euthanasie, eh bien elle met en jeu d'autres personnes. Non seulement sa famille, qui pourra la pleurer, mais également eh bien, un médecin, une équipe de ce qu'on appelle aujourd'hui des soignants, c'est-à-dire qu'on a voulu pendant ces mois de Covid, ces 2 années de Covid, sauver des vies à tout prix. Il n'y a pas de prix plus précieux que la santé, voilà, on avait l'impression de ça. Et puis aujourd'hui, on cherche presque à faire mourir ceux qui pensent qu'ils ne sont plus dignes de vie, alors qu'ils le sont. Et puis donc je disais, on met en jeu la place des soignants dans notre société. Les soignants sont-ils là pour donner la mort? Eh bien non, a priori non. Donc fin de vie en République, avec ce plan en 3 parties, liberté, égalité, fraternité. Pour finir, un 4e ouvrage publié en 2015, et là c'est un groupe de travail autour de la conférence des évêques de France et de Monseigneur d'Ornelas. Fin de vie, un enjeu de fraternité. C'est un appel à la vulnérabilité, à la prise en compte de la vulnérabilité de tous, et particulièrement de ceux qui sont en fin de vie. Et donc c'est un appel criant à développer notamment les soins palliatifs et l'accompagnement des derniers jours, que ce soit d'ailleurs des soins palliatifs en centre de soins palliatifs ou à la maison. Donc cette question de la fin de vie est assez bien développée dans cet ouvrage sur lequel je ne vais pas m'étendre. Alors bien sûr, les 3 ouvrages précédents reprennent des éléments de celui-ci. Cet ouvrage donc se développe en 3 grandes parties. La première, développer la médecine palliative, voilà ce que je vous disais, la formation des professionnels de santé et l'information des citoyens. Voilà, on n'est pas toujours au courant que des soins palliatifs existent, c'est-à-dire une autre voie qui lutte contre la souffrance et qui accompagne les derniers moments. La deuxième partie, mieux organiser le recueil et la prise en compte des directives anticipées. Et puis la 3e partie, apaiser les souffrances en respectant l'autonomie des personnes dans une société de liberté, d'égalité et de fraternité. On peut aussi lire cet ouvrage pour s'informer sur la fin de vie. Voilà, ces 4 ouvrages nous ont permis de reprendre aussi quelques grands arguments pour et contre l'euthanasie. Comme vous l'avez compris, moi je suis plutôt contre, un contre assez ferme d'ailleurs. Ça n'exclut pas le dialogue, mais je crois que cet enjeu est un enjeu de vie, une vraie question de vie. Je vous dis à très bientôt et bonne lecture pour ceux qui liront l'un de ces 4 ouvrages, ou les 4. Vous trouvez les liens vers le site de la Procure juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la page en activant la cloche. Je reviendrai régulièrement en vidéo pour parler de notre foi et je vous partagerai mes dernières lectures.